Salut à tous et merci de nous écouter sur Radio Merguez & Co. Comme tous les dimanches soirs, c'est le barbecue Ligue 1. Troisième journée s'achève et nous avons vu de beaux matchs, n'est-ce pas Jean-Michel ? Ben écoutez, bien sûr, on adore parler à la Ligue 1 et j'espère qu'on va avoir des bonnes discussions ce soir. Bon alors vous l'avez demandé, il était absent lors de la deuxième journée. Jean-Michel Larguet est de retour, vous l'avez bien entendu, et il sera accompagné ce soir de Marco Verbatim qui nous a impressionné par sa connaissance technique et tactique du PSG. Salut Marco. Salut Christophe, salut Jean-Mimi, content de vous retrouver les gars. Et oui, nous aussi, on est content de vous retrouver, surtout qu'on a un beau programme. Donc, contrairement aux dernières fois, on va pas passer match par match. On va parler surtout des clubs et des matchs qui nous intéressent, en tout cas qui ont montré de belles choses ou alors de très mauvaises choses ce week-end. Je vous propose qu'on commence à parler de Monaco, parce que Monaco, c'est quand même inquiétant. Donc, ils ont fait un match nul contre Nîmes, alors que Slimani et Ben Yedder avaient marqué pour le 2-0. Et puis, rouge incompréhensible de Jemerson. Et Nîmes, qui était vaillant, mais bon, assez limité, a réussi à faire son retard et à arracher le match nul. Marco, qu'est-ce qui se passe à Monaco ? C'est la crise ? Écoute, je sais pas si on peut parler de crise, Christophe. Moi, je vois tout simplement qu'ils ont pas du tout réglé leurs problèmes défensifs et qu'en fait, à partir du moment où, alors bon, on va en reparler des expulsions, mais à partir du moment où ils se retrouvent à 10, on le voit venir gros comme une maison. Tu sens qu'ils maîtrisent plus rien derrière, ni au milieu d'ailleurs, et que l'égalisation, voilà, on l'a vu venir à des kilomètres. Par chance pour eux, le match ne dure pas plus longtemps que ça, parce que si l'expulsion arrive un peu plus tôt dans le match, tu sens qu'ils peuvent tout à fait perdre. Donc voilà, ils s'en sortent bien avec un point, et donc oui, je pense qu'on peut parler de crise, mais bon, tant qu'ils ils régleront pas les problèmes de recrutement défensif, malheureusement, ce sera difficile d'attendre de bonnes choses de l'AS Monaco, selon moi. Jean-Michel, à ton avis, c'est la méthode Jardim ? C'est le béton portugais qui prend plus à Monaco ? C'est difficile de dire. Effectivement, ce qu'on ressent fortement, c'est un gros problème d'état d'esprit dans l'équipe, parce que là, ils avaient quand même toutes les cartes pour remporter cette partie. Ils mènent 2-0, ils ont offensivement, les recrues ont fait leurs preuves. En plus, elles sont bien dynamiques, elles donnent bien. Et puis encore une fois, ce troisième carton rouge en 3 matchs. Moi que je trouve un peu sévère, mais bon. Et puis derrière, on sent qu'il n'y a pas le sens de l'équipe, le sens du collectif face à des Nîmois qui sont très très vaillants, mais on est quand même pas sur même si défensivement Monaco ils ont des faiblesses, ils sont quand même censés normalement tenir leur avance. À 10 c'est certes plus compliqué, mais quand même c'est une sacrée contre-performance. Et puis après, quand on regarde les matchs précédents, le premier match c'était le premier match du championnat contre un rival, et après ils ont quand même perdu contre Metz. Donc on peut pas parler sur ces 3 matchs de calendrier difficile. On peut surtout noter que ils ont pas encore trouvé leur sens du collectif. Jardim n'a pas réussi à créer pour l'instant une atmosphère dynamique, et ils sont pas très vaillants. Après, il y a aussi quand même le départ possible de Falcao, qui était quand même le leader de l'équipe depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous pensez de leur mercato ? Parce que donc ils ont fait venir Ben Yedder. D'ailleurs, au passage, on se demande ce qu'il est venu faire à Monaco, parce que il quitte le FC Séville, donc il quitte la Coupe d'Europe. Il avait fait son trou à Séville. Slimani, bon lui c'est une autre histoire. C'était compliqué pour lui, donc il vient chercher une place de titulaire à Monaco, et il a été relativement bon sur ce match. Mais Gelson Martins, donc l'option d'achat a été activée, mais franchement c'est fantomas. Et puis le Nigérian Onyekuru, passe décisive aujourd'hui, mais ça reste quand même faiblard. Il leur manque quoi ? Il leur manque un grand défenseur ? Marco ? Alors oui, il manque évidemment un grand défenseur à cette équipe, il manque aussi un vrai milieu qui tient un petit peu la baraque, qui est capable de faire la mayonnaise un peu quand ça tangue. Pour revenir à ce que tu disais au début, alors Ben Yedder, moi j'ai ma petite théorie sur ce sujet. Je pense que il a, comme tu sais, refusé une offre pharaonique de Chine, et je pense également qu'il a eu des garanties auprès de Didier Deschamps. Alors pas des garanties sur sa présence à l'Euro 2020 bien sûr, mais je pense que il a parlé à Deschamps, qui est monégasque et qui va voir beaucoup de matchs de l'ASM, qui a dû lui dire que si il jouait en France, qu'il était titulaire et performant avec un club français,
et qui plus est l'ASM qui est un club que Deschamps observe particulièrement, il aurait vraiment sa chance à l'issue d'une bonne saison, hein, une fois de plus, c'est le critère numéro 1, pour faire partie de l'effectif qui va à l'Euro. Et donc voilà, je pense que c'est pour ça que Ben Yedder s'est retrouvé dans cette galère. Mais je comprends la logique, parce que s'il était parti en Chine, alors il aurait touché le double en salaire, mais voilà, là ça aurait été fini de ses ambitions sportives. Donc je comprends qu'il ait fait ce choix. Je pense aussi que c'est un peu tôt pour évaluer tout ça, et que la SM va quand même finir par se redresser. Et j'espère voir un bon Ben Yedder, parce que c'est un super joueur, et on a de la chance de l'avoir en Ligue 1. Jean-Michel, on parlait de défenseur là, mais Glick, c'est quoi le problème là? Il est cramé? Bah, il avait déjà montré ses limites la saison dernière. Et puis là, bon, ils sont toujours dans le même. Il est dépassé très très rapidement. Donc là, je partage tout à fait le constat de Marco sur la situation de Ben Yedder, qui est venu à Monaco chercher une place en équipe de France. Après, Monaco, ils ont pas encore trouvé une assise d'équipe. Donc après, ils ont, en gros, quand là ils menaient 2-0, ça allait bien, le ciel était bleu. Puis dès qu'il y a du sable dans l'engrenage, on voit que à partir du moment où il n'y a pas d'unité d'équipe derrière, comme ils ont des faiblesses effectivement, le match aurait duré plus longtemps. Ils auraient eu la défaite. Ça aurait été très très compliqué pour eux. Bon les gars, sur Monaco, on est tous d'accord, on est très inquiets. Bon Marco, tu disais à juste titre que c'est que le début de saison, mais ça fait quand même la 3e journée, 3 journées, 2 défaites, 1 nul. Pour une équipe qui visait clairement le podium, on en est loin. Est-ce qu'à ton avis, Marco, Jardim est en train de manger son pain blanc et il est éjectable? Est-ce qu'on peut imaginer un scénario comme l'an dernier où il est dégagé en octobre? Bah écoute, sur cette question par rapport à Jardim, moi personnellement je trouve que la gestion de Henry la saison dernière était ultra discutable. C'était un peu une mascarade de faire revenir Jardim dans la foulée. Ils ont voulu assurer leurs arrières avec un mec qui connaît la maison. Maintenant, est-ce qu'il est sur un siège éjectable? En fait, j'en sais rien, mais la vraie question, je pense qu'il faut se poser, c'est quel est le projet sportif de Monaco? Parce qu'en fait, là, tu vends la moitié de l'équipe, tu rachètes des mecs, t'attends que la mayonnaise elle prenne, tu peux faire venir Guardiola, Monaco, voilà, ça va être très difficile pour eux. Donc, Jardim sur un siège éjectable, j'en sais rien. Je sais pas si un autre ferait mieux. Et si c'est pour encore lâcher 15 millions d'indemnités de licenciement, voilà, une fois de plus, je sais pas trop où va ce club au niveau de la direction sportive. Et je suis assez inquiet, quoi, parce que la Ligue 1 a quand même besoin d'un Monaco très fort, et là on est quand même très loin de ça. Ouais, on est d'accord. Bon, changeons de club, baissons d'un cran et parlons des outsiders. On va parler de Lille, même si donc Lille va jouer donc ce week-end, puisque le match Lille-Saint-Etienne a été reporté. Vous savez que c'est lié au G7 à Biarritz, pas dans le sens où en fait les matchs sont reportés parce que les matchs sont reportés parce que les forces de l'ordre sont mobilisées. Vous savez qu'il y a 13 000 gendarmes et policiers à Biarritz, et donc forcément, pendant qu'ils sont à Biarritz pour le G7, ils peuvent pas assurer tous les matchs de Ligue 1. Parlons quand même de Lille qui a frappé fort. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Renato Sanchez qui vient donc à Lille pour 20 millions d'euros. Moi, je trouve pas ça très cher, même si ça fait quand même 3 ans qu'il traîne sa pénitence, mais ça reste un jeune joueur. Il y a une communauté portugaise, donc notamment avec Luis Campos, le conseiller du président, également Fonté, le défenseur qui fait office de grand frère de l'équipe, qui peut l'aider à s'épanouir. Écoutez, est-ce que pour vous, Renato Sanchez, c'est un bon coup de poker ou c'est un flop annoncé? Jean-Michel. Je crois que tu as un peu répondu à la question en posant coup de poker ou flop annoncé. Ça veut quand même dire que il y a beaucoup d'incertitudes. Parce qu'il avait été très prometteur, notamment ensemble à l'Euro. Après, il a pas du tout confirmé, et c'est d'ailleurs pour ça que le Bayern le vend de pas cher. Donc ça veut quand même dire que le Bayern doute de la valeur de ce joueur. C'est bien de faire venir Piona. Moi, j'espère qu'il... Marco, c'est qui Renato Sanchez? Ça joue, c'est quoi? C'est un relayeur? C'est un mec qui est assez polyvalent. C'est un mec qui peut rendre des services à plusieurs postes. Ouais, il peut faire le 6, il peut faire le 8. Je pense qu'effectivement, c'est plutôt 8 son poste naturel. Alors après, est-ce que c'est une bonne pioche? À voir, hein. C'est un mec qui a pas vraiment confirmé ses débuts
fracassant il y a quelques années. Bon, il n'a pas été épargné par les blessures, mais en fait, je vais te dire que c'est pas très grave parce que à ce prix-là, tu prends pas un très gros risque. C'est un mec qui est encore très jeune. Et pour qui, tu vois, le Bayern était un peu trop relevé en termes de niveau. Donc je pense qu'il a tout pour s'épanouir à Lille s'il se blesse pas, avec un entraîneur qui lui fait confiance, un contexte au niveau de l'opinion, au niveau du public qui est beaucoup moins exigeant que ce qu'il a pu connaître. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qui explique que Renato Sanchez est échoué de cette façon au Bayern Munich? Alors tu dis que la marche était trop haute, mais c'est quoi? Il a eu trop de pression, parce qu'il a fait un excellent Euro 2016, il était titulaire, il est transféré de mémoire, je crois, pour 35 millions au Bayern. Il est mis dans des bonnes conditions, même s'il se blesse assez rapidement, mais on lui a quand même fait confiance. Qu'est-ce qui s'est passé, Marco? Écoute, je sais pas, mais ça me rappelle un peu le cas de Drenthe. Tu te rappelles, il y a quelques années, je crois que c'était à l'Euro 2012, il avait flambé avec les Pays-Bas, on voyait que lui, il était très jeune, hein, je sais même pas s'il avait 18 ou 19 ans, et le Real s'était précipité sur lui, et le gars avait totalement disparu, et du coup, alors c'est difficile de te dire ce qui s'est passé précisément. C'est un ensemble de trucs, je pense. Après, on sait pas tout. Tu vois, l'entourage de certains jeunes, tu sais pas trop, la nutrition, l'hygiène de vie. Typiquement, alors c'est l'actualité, un mec comme Dembélé, voilà, c'est l'exemple de tout ce qu'il faut pas faire. Donc peut-être que lui, on avait moins les yeux dessus parce qu'il est pas français, etc. Mais il y a peut-être un ensemble de choses, de la malchance, l'entourage, l'hygiène de vie, la marche qui était trop haute. Je pense que c'est un peu tout ça. Mais une fois de plus, hein, son prix et sa jeunesse font que le LOSC peut pas vraiment se tromper dans cette histoire. Alors tu parlais de Drenthe, c'est marrant parce qu'on a vu passer une actu à son sujet. Donc Royston Drenthe joue toujours au foot, il a 32 ans et il vient de signer pour un club de Division 3 néerlandaise. Voilà, donc on suivra pas ses matchs, mais c'est marrant, quoi. Alors donc Lille va jouer contre Saint-Étienne, donc ça sera mardi soir à la maison. Parlons de Saint-Étienne, parce que c'est une équipe qui a pas fait trop de bruit cet été. Bon, il y a eu la peur effectivement de l'après Jean-Louis Gasset. Ils ont été plutôt malins en prenant la solution maison avec Ghislain Printemps, voilà, qui a ses débriques, mais au moins il a la méthode Gasset à appliquer. Et il est connu et reconnu par l'effectif. Pourtant, ça reste solide. Ils ont recruté malin. Est-ce que ça peut être la bonne surprise de cette année, Saint-Étienne, Jean-Michel? Pour moi, je les mets dans les bonnes surprises potentielles parce qu'ils ont quand même un effectif qui est très intéressant. Après, c'est un effectif, justement, c'est marrant avec leur entraîneur où on se dit que ça va pas faire des étincelles, mais quand on voit qu'ils ont du Kazri, du Boudbouz, du Hamouma, on se dit que ça peut faire du beau football. Bon, ça peut croquer le ballon aussi, mais en tout cas, ça peut être très intéressant et ça peut donner des matchs très agréables à regarder. Après, pour l'instant, on est qu'au début du championnat. Le dernier match contre Brest. Marco, en parlant de Saint-Étienne, bon, ils ont quand même quelques lofters, hein, synthés, des mecs, voilà, dont ils aimeraient bien se débarrasser. Il faut qu'on parle de Diony, parce que Diony, enfin voilà, c'est un peu le boulet, quoi. Il me fait penser des joueurs, on sait pas quoi en faire, comme Nolan Roux, d'ailleurs, qui est passé par Saint-Étienne. Alors qu'est-ce qui se passe? Il a perdu la confiance, ou alors son talent a été surévalué. C'est quoi pour toi le problème de Diony à Saint-Étienne? Ouais, en fait, Diony, c'est un peu l'archétype du mec qui débute très fort et qui est plein de promesses quand il est jeune. Et là, en fait, mine de rien, tu te rends compte qu'à la fin de l'année, le gars aura 27 ans. Qu'il est passé par Bordeaux quand il était jeune, ensuite il a été à Nantes, ensuite il a été au Stade Montois, ensuite il a été à Dijon, puis Saint-Étienne le recrute, il est prêté je crois en Angleterre. Enfin c'est un peu un parcours cabossé et donc le problème, moi je pense que ces mecs-là, c'est un problème, c'est un mal qui est très français en fait. C'est-à-dire que dès qu'ils font des bons matchs, alors surtout les attaquants hein, bien sûr, et qu'ils commencent un peu à planter en début de carrière. Ça y est les gars ils se sentent plus pissés et du coup t'arrives sur des situations où à 25 ans on dit ça y est le gars il va exploser et t'as un club qui met un peu le paquet sur lui et je crois qu'il avait signé en 2017 pour 4 ans et presque 10 millions d'euros de mémoire. Et là tu te dis putain, et je crois même que c'était à l'époque la recrue la plus chère de l'histoire des Verts. Et tu te dis bah ouais ok pourquoi pas, mais c'est pour un club comme Saint-Étienne qui a pas non plus un budget illimité, c'est quand même un gros pari.
Et alors on n'est pas au niveau de l'accident industriel comme a pu l'être par exemple Gourcuff à Lyon, etc. Mais en attendant, voilà, c'est un peu, ils ont misé sur le potentiel et on peut penser que le gars, voilà, il plafonne un peu, quoi. Alors bon, en parlant du mercato, il y a quand même une bonne nouvelle pour Saint-Étienne qui est le retour de Timothée Kolodziejczak. Donc il avait été prêté, vous vous souvenez, la saison dernière par les Tigres de montrer au Mexique. Il a fait une super saison et donc là il est de retour. Ça y est, alors je crois qu'il est prêté. Hein, je crois qu'il est encore prêté par les Tigres. C'est un transfert, Jean-Michel. Bon, on verra si t'es largué ou pas sur ce coup. Ouais, je dirais que c'est un transfert Mais définitif. mais ça prouve que Saint-Étienne reste une équipe attractive. Vous avez parlé des recrues, vous avez parlé notamment de Boudbouz qui est censé venir remplacer Cabella. Kazri qui est toujours là, Mvila qui est toujours là. Ils ont été malins aussi en allant chercher Aoulou qui s'était perdu à Monaco. Marco, je te pose la même question qu'à Jean-Michel. Est-ce que pour toi c'est une équipe qui peut être le poil à gratter de cette saison en Ligue 1? Alors Saint-Étienne, honnêtement, moi j'y crois pas vraiment. Je pense que l'après Gasset va être assez dur à digérer. C'est vraiment un Gasset, c'est un super entraîneur. Hein. Il est pas très médiatique, etc. C'est un peu un mec du terroir et tout ce qu'on a. Enfin, c'est quand même le gars qui faisait les séances au PSG alors que Blanc il se contentait de superviser. C'est vraiment, il respire le foot et je pense que c'est une très grosse perte pour l'AS Saint-Étienne et à mon avis le club va difficilement s'en remettre. Donc est-ce que la SSE sera le poil à gratter de la Ligue 1? Je dirais que non. Ça les empêchera pas, hein, tu vois, de peut-être accrocher ponctuellement un Lyon ou éventuellement de faire chier Paris à Geoffroy Guichard, mais je les vois pas du tout jouer le podium et je pense que ça va être une année un peu de transition pour eux et que s'ils font sans déconner 4e ou 5e, ce sera déjà très bien. Ok, super. On vient de me dire dans l'oreillette, Jean-Michel Larguet, que Kolodziejczak était prêté avec option d'achat. Donc, ce qui me semble être la même formule que l'an dernier. Parlons maintenant de Nice, parce que la semaine a été mouvementée autour de Nice. On était suspendu au rachat, donc se fera pas. Alors non, plus exactement, on savait que ça se ferait, mais on savait pas quand, pour d'obscures raisons administratives. Ça y est, maintenant, c'est acté. Nice va pouvoir recruter. Tant mieux, j'ai envie de dire, même si le début de saison de Nice est plutôt intéressant. Patrick Vieira a bien négocié les 2 premières journées. Ils vont jouer mardi contre Marseille pour un match de la peur, hein, pour Marseille, faut clairement le dire. Jean-Michel, ça t'inspire quoi ce bon début de saison de Nice et puis les éventuels recrues dont on parle, donc notamment Dolberg, l'avant-centre de l'Ajax, enfin, qui n'était pas titulaire l'an dernier, mais qui a 21 ans et qui a un bon potentiel. Stalian Soki, donc le jeune du PSG, c'est quasiment fait également. Ça t'inspire quoi à Nice? Alors moi, ce que ça m'inspire pour l'instant, c'est qu'ils ont surperformé sur les 2 premières journées, avec le fait d'évoluer avec un contexte du club très difficile, le fait d'avoir quand même pas mal de joueurs, notamment offensivement. Et ils ont réussi à remporter leurs 2 premières journées de championnat. C'était assez étonnant et ça montre que peut-être que Patrick Vieira est peut-être un très bon entraîneur parce qu'il a réussi à mobiliser ses joueurs qui ont arraché leur match et c'est assez beau. Après, on va voir ce qui va se passer. Hein. C'est aussi, il y a quand même aussi jusqu'à présent une petite incertitude de Vieira. Tout ça a créé pas mal d'incertitudes. Et ils ont quand même réussi sportivement à avancer. On va voir ce qu'ils vont faire. Après, recruter, ils n'ont pas très longtemps. Il va falloir voir ce qu'ils sont capables de faire. Hein. Après, c'est sûr s'ils sont rachetés par un milliardaire anglais, il va peut-être lâcher un gros chèque dans la semaine, un peu tardif quand même. Marco, t'as suivi un peu ces histoires donc avec donc le rachat par le milliardaire chinois donc qui s'appelle Chen si je me trompe pas, donc il y a maintenant 1 an et demi, le duo donc Jean-Pierre River et Julien Fournier qui reste pendant 6 mois puis qui s'en va au mercato d'hiver et qui là est pressenti pour revenir suite au rachat, c'est quoi, c'est la mafia niçoise? Alors il y a peut-être un peu de ça. Maintenant, honnêtement, un mec qui arrive et qui vient avec un projet et surtout énormément de fric pour reprendre un club de Ligue 1, tu vois, ce serait con de cracher dessus. Je sais pas si tu te rappelles le feuilleton ubuesque du vrai faux rachat du Havre il y a quelques années avec c'était Mayol, le mec là qui avait soi-disant apporté des garanties, qui finalement les a jamais eues.
Et en attendant, pendant des mois, il a baladé tout le monde. Les supporters y croyaient. Ils avaient même failli recruter Adriano, le Brésilien obèse de l'Inter Milan. Je sais pas si tu te rappelles. Enfin, tout était ficelé. Il y avait tout en place, sauf le fric que le mec arrêtait pas de promettre et qui n'est jamais venu. Évidemment, le gars, comme à chaque fois, il a disparu dans la nature. Donc là, je vois un projet niçois avec un mec qui a l'air extrêmement solide, un rachat finalisé. Alors, il y a eu des atermoiements ces derniers mois, ces 18 derniers mois, c'est vrai. Mais en attendant, moi, Nice, ça m'intéresse beaucoup. Je veux, en fait, que des repreneurs se présentent en Ligue 1 et fassent progresser le championnat. Pour revenir à la question de départ, Nice, bon, ils s'en sortent pas mal parce qu'ils ont gagné les 2 premières journées. Il y a eu des expulsions chez leurs adversaires et ça s'est joué à pas grand-chose. Mais je pense que c'est très bien, c'est très bon à prendre parce que ça laisse du temps à Vira de travailler tranquille dans une période qui est vraiment très incertaine par rapport à l'organigramme et au projet du nouveau propriétaire. Et oui, là, à une semaine de la fin du mercato, je sais pas s'ils vont pouvoir faire des miracles au niveau transfert, mais c'est pas grave, il faut leur laisser du temps. Et j'espère juste que voilà, ils sont pas là pour faire un coup sur 6-8 mois, faire du trading de joueurs et se casser dans un an. Ça me foutrait bien les boules. Parce que on a envie que ces clubs-là, qui sont pas très chers à l'achat, deviennent des places fortes du foot français. Ça, on sera que meilleur pour le championnat. Alors donc le milliardaire qui a racheté l'OGC Nice, donc c'est Daniel Radcliffe. Alors, nous on connaît pas forcément très bien, mais c'est une des grandes fortunes du Royaume-Uni et c'est celui qui est derrière la team Ineos, donc qu'on connaît dans le Tour de France notamment. Hein. Mais si je me trompe pas, Ineos d'ailleurs est un sponsor de l'OGC. C'est quoi son projet avec Nice? On parlait de peut-être des mêmes ambitions que McCourt avait pu avoir avec l'OM au rachat, c'est-à-dire faire un Champions Project version niçois. Ouais, je comprends que vous rigoliez, mais ce serait quoi, viser le top 5 français et avoir une Coupe d'Europe quasiment tous les ans, Jean-Michel? Bah, je pense que oui, clairement, ça a été en train de construire sans même l'arrivée de ce gars-là. Donc, je pense que clairement, c'est ça qu'ils ont envie de faire. Après, la façon dont ça s'est passé, la façon dont s'est passé le rachat, c'est vrai que là, on vient de parler de McCourt. On a évoqué le rachat du Havre. Ça fait quand même un peu penser aussi à Marseille quand il devait se faire racheter par un Canadien. Donc, il y a beaucoup de similitudes et puis géographiquement assez proches. Après, pour l'instant, enfin voilà, encore une fois, on est au début du championnat. Les 2 matchs qu'ils ont fait pour l'instant, c'est Amiens et Nîmes. Ils ont gagné un coup du sort dans leur sens. Là, on va voir ce que ça va donner sur le prochain match. Bon, messieurs, je suis très vexé parce que vous avez pas noté ma petite blague à propos de Daniel Radcliffe. Donc, ce n'est pas Daniel Radcliffe, l'acteur d'Harry Potter qui rachète l'OGC Nice, mais c'est bien Jim Radcliffe. Voilà. Donc, c'était ma petite merguez du soir. On en a fini avec Nice. Donc Nice-Marseille, c'est ce mardi. Il faut qu'on parle de Marseille. Ne reparlons pas du penalty raté et du match de Benedetto parce que je pense que tout a été dit. Malgré tout, je sais pas vous, même si c'est une équipe qu'on aime bien ou en tout cas qu'on adore détester, Marseille. Moi, je suis très inquiet parce que il se dégage rien de positif de cette équipe. André Villas-Boas, je sais plus qui l'appelait comme ça, mais c'est le Bradley Cooper de l'OM. À part sourire et demander aux joueurs d'aller remercier les supporters, on sait pas trop quel est son projet de jeu et puis surtout on a l'impression que c'est les soldes en permanence, quoi. Alors ils ont retenu Luis Gustavo qui apparemment a reçu une offre de Fenerbahçe si j'ai bien compris, mais une offre genre indécente. Hein. Marco, il se passe quoi à Marseille? Bah écoute, il se passe que si tu regardes bien les conférences de presse des dernières semaines du Bradley Cooper du pauvre, le gars il arrive, il est tout sourire, il est tout content et il dit bon on a encore besoin de 5-6 renforts mais bon ça va le faire. 2 semaines après, on lui tend un micro, il dit bon ben alors personne n'est venu entre-temps, hein. On a besoin d'un ou 2 renforts mais bon t'inquiète ça va le faire. Et là je sais pas si c'est hier ou aujourd'hui, le mec a dit bah ouais on va recruter personne, donc on va essayer. En gros, il dit on va essayer de faire avec les moyens du bord. Et tu te rends compte que le mec, on lui a un peu menti sur la marchandise et que maintenant il va être obligé de se démerder avec ça. Tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur Nice au début. À la différence près, c'est que Radcliffe, on l'a pas entendu, il a pas communiqué officiellement, tu vois, depuis la reprise. Et il a bien fait, parce que le problème quand il y a des gros projets de reprise comme ça, c'est quand les nouveaux propriétaires ouvrent leur gueule et annoncent des trucs très ambitieux.
Alors tu vois, toute proportion gardée, c'est un peu ce qui a plombé les premières années du PSG version QSI, c'est qu'ils ont annoncé direct, nous on veut gagner la Ligue des Champions dans les 5 ans. En croyant évidemment que l'opinion et les médias allaient oublier cette déclaration, alors qu'au contraire, à chaque fois on se prenait les pieds dans le tapis en huitième ou en quart, on leur ramenait ça dans la face. Et donc Marseille, c'est pareil, ils ont annoncé un Champions Project. Alors je sais pas, ça veut tout et rien dire. En tout cas, ils ont annoncé vouloir être très compétitifs en Ligue 1 et en Europe et de jouer le titre dans le championnat de France. Sauf que tu peux pas faire ça. Tu peux faire ça si tu viens avec les reins hyper solides et que tu mets 300 millions sur le premier mercato et ensuite tu refais une grosse structure d'équipe et à petite dose tu fais des ajustements aux intersaisons et au mercato suivant. Et c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Et là, c'est vraiment le creux de la vague. Alors ça nous faisait tous marrer au départ parce que comme tu disais, c'est une équipe qu'on adore détester. Mais là, franchement, moi, ça me fait plus du tout marrer. Et j'ai un peu mal à ma Ligue 1 parce qu'on a quand même besoin d'un OM au moins pas ridicule. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ça part complètement à volo. Le directeur sportif, tu sais pas ce qui se passe. L'entraîneur, il se demande où il est tombé. Et le propriétaire, on l'entend pas. Donc voilà, je suis assez perplexe. Écoute, merci Marco. Jean-Michel, on peut revenir sur l'interview d'André Villas-Boas. Donc à l'équipe, c'est une toute petite interview. Il dit pas grand-chose. Voilà, il dit que c'est pas la situation idéale de passer 10 jours sans match. Voilà, il parle de Luis Gustavo et surtout il dit un truc sur Ribéry. Enfin, en tout cas, l'équipe lui pose une question. Il dit vous avez vu que Franck Ribéry a été recruté par la Fiorentina. Est-ce qu'il y a eu des contacts avec lui? Et Villas-Boas, il dit non, on n'a pas parlé de Franck, on n'a pas pensé à lui. Et je trouve ça incroyable. Alors ok, d'accord, il a 36 ans, mais je veux dire, un mec comme ça, il va te dynamiter un vestiaire dans le bon sens du terme, parce que je pense que l'ambiance doit être assez lourde à l'OM. C'est un gagneur. Ça me fait penser, tu sais, au faux retour de Drogba après sa période Chelsea. Il avait 34 ans et il attendait qu'une seule chose, c'est que Marseille lui tende la main et ça n'a jamais été le cas. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Michel? Bah moi j'en pense que Marseille c'est un club qu'on peut adorer ou qu'on adore détester, et je pense que clairement c'est pas un club sérieux. Et moi quand on me dit Villas-Boas il arrive, ils ont un problème avec le fair play financier, ils peuvent réfléchir à rien du tout, ou à trouver il faut d'abord qu'ils pensent à vendre les joueurs qu'ils ont qui jouent même pas, et puis après je sais pas qu'est-ce qu'ils essaient de recruter, mais je pense qu'ils c'est rien, mais clairement penser à avoir même un Ribéry en fin de carrière avec le salaire quand même qui va avec, ou même le Drogba de la fin financièrement était peut-être difficile pour eux. Bon, ça leur a pas empêché de faire n'importe quoi, mais avec des joueurs qui, je pense, ils le pensaient, avaient plus de potentiel. Là, moi, je sais pas, j'ai pas forcément suivi, mais qu'en est-il de Thauvin? Je pense que Thauvin, il fait tout pour essayer de partir, ou alors il est peut-être déjà parti. Moi, j'en sais rien. Il n'y a pas de son, pas d'image. Mais moi, je trouve que voilà, clairement, on a les mêmes symptômes de Marseille. 30 ans, c'est qu'ils sont pas rigoureux, ils sont pas sérieux. Et puis après, sportivement, il y a des moments ça peut marcher, et puis quand ça marche pas, c'est l'impasse. Là, les joueurs qui, comme Payet ou même qui s'en sortent pas, qui sont pas à leur niveau des grosses sommes, et eux, ils sont coincés. Donc là, je sais pas comment ils vont sortir de cette spirale. Je vais vous lire un passage donc de cette interview de Villas-Boas à l'équipe. Donc la question c'est: êtes-vous étonné par l'inertie du mercato olympien? Et il dit: nous sommes dans une situation très difficile, mais nous n'avons pas à chercher d'excuses. Nous n'avons pas de recrues, pas d'options, on ne cherche rien. Vous pouvez arrêter toutes les conversations sur le mercato parce qu'on n'a pas d'argent. Il n'y a que les prêts qui sont possibles. Écoutez, je sais pas vous, mais moi je trouve ça incroyable. On a l'impression qu'on est en train de parler de Brest, alors qu'on parle de Marseille. Jean-Michel, tu dis un truc très juste, c'est qu'en fait on a l'impression que c'est la même chose chaque année. Chaque année on a l'impression que Marseille nous dit voilà, il faut qu'on vende parce qu'on a besoin d'argent. Ils ont été rachetés par un milliardaire américain. Est-ce que le type est en train de se rendre compte qu'en fait c'est une immense merguez, que Margarita Louis-Dreyfus elle a refilé un club pourri. Alors pas pourri dans le sens nul, mais pourri dans le sens où rien ne marche, quoi. Tous les projets s'effondrent. Alors je sais qu'on enfonce une porte ouverte, mais moi quand je lis ça dans l'équipe, et si j'étais supporter marseillais, mais je me dis mais c'est pas possible, ils me prennent pour un gros jambon de Bayonne, quoi. Marco, ton avis? Moi je pense que alors faut voir comment ça va se terminer, mais que le gars il sait clairement pas dans quoi il s'est embarqué, Franck McCourt. Je note que le mec qu'on entend tout le temps en conférence de presse, et c'est jamais bon signe, c'est l'entraîneur et c'est pas le directeur sportif.
en même temps le directeur sportif, tu vois, alors lui c'est la grosse merguez, il est là, je sais pas combien il prend tous les mois, mais ils ont fait n'importe quoi depuis le début. Le président Jacques-Henri Hérault, il fait marrer tout le monde. Le mec, enfin, tu te demandes aussi ce qu'il fout là avec ses PowerPoint à la con. Il y a rien qui va en fait. La cellule de communication, c'est n'importe quoi. Je sais vraiment pas comment ça va se terminer. Ils ont fait all-in sur des mecs en fin de parcours extrêmement chers, comme Payet, comme Strootman, et avec des salaires mirobolants. Donc, résultat, les gars, ils sont invendables. Ils sont bien au chaud, donc évidemment, ils ont pas envie de partir. Et les seuls gars qu'ils auraient peut-être dû essayer de conserver, Gomis, et plus récemment peut-être Balotelli, j'en sais rien, ils sont partis. Donc du coup maintenant tu te retrouves avec un Sud-Américain de 29 ans qui a jamais joué en Europe. Résultat, sportivement, voilà, je sais pas trop, je sais pas trop quoi te dire. Hein, c'est une fois de plus, je suis un peu triste pour le championnat parce que le gars il arrive avec du fric et il se fait bananer depuis le début. Donc je sais pas, soit il a décidé qu'il mettait plus en rond, soit c'est le fair play financier aussi peut-être, j'en sais rien. Mais ils ont tout fait à l'envers et ça peut pas bien finir quoi, parce que si le gars il se casse, il va revendre et donc ils vont vendre tout l'effectif pour qu'il essaye de limiter la casse au niveau de ses pertes. Mais derrière, ça veut dire qu'ils vont, enfin je sais pas, ils vont jouer le ventre mou et une très mauvaise image pour la Ligue 1, je trouve. Et surtout ils ont vendu, enfin pour moi le seul joueur qu'il fallait pas vendre, donc qui est Ocampos qui est parti à Séville. Le mec, il a 25 ans, enfin 26 ans, il était en pleine possession de ses moyens, chaque saison était meilleure que la précédente. Le mec part pour 15 millions à Séville et on te fait croire que c'est une bonne affaire. Enfin, je comprends pas. Tu vois que Ronny Lopez je crois qu'il part pour 20, il est parti pour 20 ou 25 millions également à Séville. Moi, je suis désolé, si je dois choisir entre Ronny Lopez et Ocampos, je te prends 100 fois Ocampos, quoi. Jean-Michel. Non, mais pour moi, ça correspond enfin, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Il y a toujours eu quelque chose de bizarre à Marseille, et puis ça continue, on comprend rien. Moi, ce que je vois, c'est que, malgré tout, je pense que quand on est obligé de vendre, on vend moins cher que d'évoquer. Après, voilà, enfin, clairement, ils vont être obligés de faire avec l'équipe qu'ils avaient l'année dernière et avec laquelle ça marchait pas bien. Moi, faire venir un entraîneur de cette réputation-là. Enfin, moi, j'aime bien Bradley Cooper, mais ça m'étonne que Bradley Cooper, les pauvres, ils soient venus à Marseille, sachant que clairement, cette situation, ce blocage, qu'il savait qu'il allait devoir faire avec les joueurs qui sont d'ores et déjà dans l'effectif. Après, une petite satisfaction pour l'instant depuis le début, c'est que Mandanda, qui avait connu une année dernière assez compliquée, pour l'instant il tire la baraque et il est à peu près le seul à faire de bonnes performances pour l'instant. Alors juste, je voudrais revenir sur un truc, Christophe, excuse-moi de te couper. Par rapport au projet sportif, moi je pense que ce serait mieux que l'OM ne dispute pas de Coupe d'Europe, comme ça au moins il serait pas emmerdé par le fair play financier et il pourrait tous les ans jouer la 4e place en Ligue 1 et au moins ce serait cohérent et régulier. Et ensuite, pour ce qui est de Ribéry, on l'a évoqué là au tout début du sujet sur Marseille. Je suis d'accord que ça aurait pu être une piste, mais on en parle parce que les choses vont tellement mal, si tu veux, qu'on est obligé d'un peu se projeter sur des trucs pas forcément réalistes. Ça aurait pu être une bonne idée, mais ça aurait pu aussi être une fausse bonne idée. Parce que le mec a 36 ans, oui, il a de l'expérience à revendre, etc. Mais dans une équipe qui tourne aussi peu, le gars, ça peut être un Evra bis ou un Lizarazu bis, c'est-à-dire que c'est très compliqué d'arriver dans une équipe à 36 ans, même quand tu as été un ancien grand joueur, et en position de milieu offensif et de faire la diff quasiment à toi tout seul. C'est l'histoire, elle peut être belle, mais je pense que ça aurait pu être casse-gueule pour tout le monde en fait. Je sais pas ce qu'en pense Jean-Michel, mais selon moi c'est typique de la fausse bonne idée. En revanche, au Campos, je te rejoins tout à fait. 15 millions dans le marché actuel pour ce mec-là, c'est totalement anormal. Et on revient au problème du directeur sportif qui arrive pas à acheter ni à se faire prêter. Bon, merci les gars. C'est-à-dire que quand on parle de l'Olympique de Marseille, il faut qu'on parle de l'autre Olympique. Alors on va faire plus court parce qu'on a un peu débordé sur Marseille et on a pas mal parlé de Lyon lors des précédentes éditions. Il faut qu'on parle donc de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui va jouer mardi contre Montpellier à Montpellier. Un match qui va servir de révélateur, parce que Montpellier c'est quand même solide depuis le début de la saison. Il y a beaucoup d'intensité. Mais sur ce qu'on a vu en tout cas depuis le début de saison, Lyon ça nous plaît. Ils ont fait un recrutement malin. On avait parlé donc du duo brésilien Juninho Silvinho qui commence à prendre ses marques et ça nous séduit en tout cas. À quoi on peut s'attendre ce match contre Montpellier? Ça va être serré ou Lyon va dérouler, Marco?
Je pense que Lyon va dérouler et honnêtement il faut le souhaiter en fait parce que quand tu vois l'irrégularité chronique de Monaco, bon Marseille voilà, on en a parlé, il n'y a pas grand chose à en attendre. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui fasse un peu chier le PSG parce qu'on va encore s'emmerder si Paris est champion à 10 journées de la fin et l'OL est évidemment le mieux armé pour contester un petit peu la suprématie parisienne. Donc voilà, moi je pense qu'ils vont gagner sans problème contre Montpellier et je pense aussi qu'il faut qu'ils conservent cette bonne dynamique. Pour ce qui est de l'attelage brésilien, Juninho, Silvinho, pour l'instant, tous les voyants sont ouverts. Hein. Les gars, ils arrivent. Olas les a très intelligemment mis en avant. Opération de séduction totalement réussie. Juninho, évidemment, hein, c'est l'idole du COP lyonnais. Donc, écoute, ça roule, hein, tout roule pour l'instant. Faudra juste voir si ça glisse aussi bien une fois que les premières défaites arriveront. Mais pour l'instant, non, je suis assez séduit et il faut juste confirmation, quoi. Ah, s'il y a un joueur qu'on devait retenir là sur ce bon début de saison de Lyon, on pourrait parler de Dembélé. Jean-Michel, pour toi, Dembélé, c'est le futur de l'équipe de France. C'est un mec qui va être appelé là cette année. Clairement, je pense qu'il il va forcément être appelé. Après, on parle aussi du dernier match que Lyon a gagné 6-0 où il a fait une excellente performance. Ils ont l'air vraiment très solides. Au milieu de terrain, ils sont très équipés avec aussi des jeunes joueurs qui sont très bons. Donc, il aura l'occasion de briller. Et forcément, ça me semble assez certain. Moi, je trouve que Lyon, même l'année dernière, on les avait vus faire des très grosses performances. On se rappelle du match à Manchester City. Je les sens très bien, très solides. S'emballer, c'est sérieux. Et puis, pour rester sur Dembélé, c'est quoi comme attaquant Dembélé? C'est un pur neuf, c'est un pur joueur de surface ou c'est un pivot, c'est un joueur qui joue la profondeur. Comment on peut le cerner, Dembélé, Marco? Je pense que c'est un mec super polyvalent. Tu peux quasiment le mettre à tous les postes de l'attaque. Alors après, il va falloir que ça rejoint ce que disait Jean-Mimi à l'instant. C'est-à-dire que je pense que ce gars-là sera prétendant à l'équipe de France à plus ou moins court terme, mais je pense que pour ça, il faut qu'il se fixe à un poste, tu vois. C'est-à-dire que je pense que voilà, Mbappé, clairement, dès que Giroud va prendre sa retraite, il va s'installer dans l'axe en équipe de France et à Paris d'ailleurs. Donc ce sera injouable pour Dembélé, mais maintenant il peut s'imposer à moyen terme comme un attaquant de rupture sur le côté. Typiquement, tu vois, c'est un mec qui est bon des deux pieds, qui peut tout à fait jouer en pivot, en remise, dos au jeu. Il est vraiment très polyvalent, très intéressant ce mec. Je pense que ça va être très dur pour Lyon de le conserver. Et c'est un gars que je vois très bien typiquement à Dortmund ou en tout cas dans un championnat avec des espaces. Dortmund ou Arsenal ou Séville ou tous ces clubs qui sont un petit peu l'antichambre du top 5, top 8 européen et je le vois dans un second temps finir dans un très gros club, ouais. C'est intéressant. Merci les gars pour vos avis sur Lyon. Donc on va attendre ce match contre Montpellier pour voir si le bon début de saison de Lyon se confirme. En parlant de bon début de saison, il faut qu'on parle du début de saison de Rennes. Rennes qui est donc leader du championnat, qui a gagné 2-0 contre Strasbourg à Strasbourg. Alors, on peut relativiser la performance dans le sens où Strasbourg avait un match de barrage de Ligue Europa contre Francfort, donc ils ont remporté 1-0. C'était jeudi soir si je me trompe pas, donc on peut imaginer qu'il y avait quand même un peu de lourdeur dans les jambes. Malgré tout, c'est quand même très propre Rennes. À noter l'excellent début de saison de Grenier qui a été donc buteur là contre Strasbourg et de Niang également. Donc ils ne sont pas deux recrues, hein, qui sont deux joueurs qui ont participé notamment à la bonne saison de l'an dernier. On parlait de bonnes surprises possibles avec Saint-Étienne. Est-ce que Rennes pourrait pousser la bonne surprise jusqu'à prétendre carrément au podium et être le Lille de cette année? Jean-Michel. Pour l'instant, effectivement, il dégage une grande image de solidité. On peut aussi noter que jusqu'à présent, c'était un peu on peut pas dire exactement, mais c'était une sorte de poule d'or du championnat de France de foot, c'est-à-dire qu'ils avaient jamais rien gagné, sur lequel on sentait qu'ils avaient du potentiel, notamment économique, de par leurs propriétaires. Et puis l'année dernière, ils ont quand même gagné la Coupe de France, ça va peut-être aussi débloquer mentalement le club et l'état d'esprit de l'équipe. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est solide, hein. Ils ont battu le PSG. Bon là, ils gagnent contre Strasbourg, sachant que Strasbourg, effectivement, ils avaient leur match de Coupe d'Europe et puis là, ils ont aligné la moitié des titulaires sur le terrain. Donc c'était quand même assez faible en face.
mais on voit que il y a vraiment maintenant une vraie solidité, c'est une équipe sérieuse, et puis voilà, ils ont réussi à conserver, ils ont gardé Niang, il y a Grenier qui après plusieurs années de grandes difficultés a l'air de vraiment confirmer son niveau intéressant, et puis ils ont peut-être aussi un meilleur gardien que l'année dernière avec je pense que c'est Thuram, plutôt bien. Voilà, c'est le début. Après, ils ont quand même fait des solides performances. Marco, si on devait parler de Niang, là, on était sur les attaquants. Niang, il a une histoire un peu étrange, hein. Jeune talent révélé à Caen. Il avait fait une saison, si je me trompe pas, en 2012, où il avait enchaîné plus d'une vingtaine de matchs, alors qu'il était très jeune. Il est transféré à Milan. Et là, à Milan, c'est un peu compliqué pour lui. Il joue, mais il est pas performant. Il est prêté à Montpellier, au Genoa, à Watford, au Torino. Et puis finalement, hop, il arrive à Rennes l'an dernier. Il plante plus d'une dizaine de buts. Et là, c'est reparti. Il a mis un super but contre Paris. Là, il remet un but contre Strasbourg. Euh, Mec à 24 ans. Bon, international sénégalais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Nyang, Marco? C'est un top 3 buteur du championnat? Écoute, Nyang, ouais, je m'en branle un petit peu. En revanche, je souscris totalement à ce qu'a dit Jean-Mimi par rapport au déblocage mental qui a eu lieu dans cette équipe de Rennes. Je suis assez bluffé en fait parce que Stéphane il est arrivé un peu par hasard et il avait jamais été entraîneur principal. Et le gars, alors que effectivement Rennes historiquement c'était le club de losers en France par excellence, et en très peu de temps, le mec il leur offre une Coupe de France, une épopée en Coupe d'Europe, truc hallucinant. Et là, cette saison, bah, ça a l'air d'être la saison de la confirmation. Donc effectivement, là, est-ce que Rennes va pouvoir se mêler à la lutte pour le podium? C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais bah voilà, une fois de plus, hein, quand tu vois la faiblesse des prétendants supposés ou des prétendants théoriques, à savoir Marseille et Monaco, hein, derrière Paris et Lyon, bah tu te dis pourquoi pas. Et ça répond à ta question. Est-ce qu'ils peuvent faire une Lille cette année, Rennes? Bah je dis why not. Ça veut dire pourquoi pas en anglais. Euh, là- Merci Marco. On avait parlé de Kamavinga la dernière fois parce qu'il nous avait épaté contre Paris, là, dans ce petit milieu de terrain de 16 ans. Il a été plutôt pas mal aussi là contre Strasbourg. Euh, Comment on peut expliquer le succès de Rennes? Alors tu parlais de Julien Stéphan, mais c'est quoi? C'est le fait d'avoir réussi à garder l'ossature historique, même si le capitaine Benjamin André est parti à Lille. Euh, Moi j'ai du mal à j'ai du mal à m'expliquer cet aussi bon début de saison. J'aime bien Rennes, mais je m'attendais pas à les voir aussi haut. Jean-Michel par exemple. Ben, tu l'as dit, hein, ils ont conservé quand même une partie, effectivement, le départ d'André qui jouait, qui était très solide, et un pilier de l'équipe depuis quelques temps. Je sais que ça allait quand même peu plus lourd dans leur rendement. Visiblement, c'est pas le cas. Ils ont quand même aussi un gars comme Bourigeaud qui est vraiment extrêmement intéressant au milieu de terrain. On a Grenier qui a l'air de vraiment force. Et puis après, voilà, ils ont Kamavinga qui fait des très belles performances, donc ça fait déjà un milieu de terrain très solide. Devant, ils ont Nyang qu'ils ont réussi à garder et qui, pareil, peut-être que lui, il a mûri aussi mentalement après tous ces différents clubs et ces écarts de confiance à Montpellier. Et puis voilà, après défensivement, ça, ils ont toujours Da Silva qui était très solide aussi l'année dernière et qui est encore là. Avec voilà, je pense qu'ils ont réussi à avoir un peu de stabilité. Il y a Ben Arfa qui est parti, mais qui quand même effectivement peut-être qu'il conditionnait une grosse partie du projet de l'équipe et qui fait agociter un peu d'efforts. Là, ils ont quand même un certain nombre de talents. Ils ont à la fois le talent qui va faire qu'ils peuvent justement aller loin. Bah, merci à vous deux pour vos avis sur Rennes. On va évidemment continuer à surveiller le parcours de Rennes. On aurait pu parler de d'autres équipes comme Bordeaux qui a gagné 2-0 contre Dijon et qui a été assez intéressant. Après, faut être modéré sur Bordeaux parce que on sait jamais. On aurait pu parler de Nantes. On aurait pu parler aussi du bon début de saison de Brest. Mais je vous propose de terminer donc avec 10 minutes sur le PSG, puisque le PSG a gagné 4-0 contre Toulouse au Parc. Un succès, on va dire, relativement facile, en tout cas aussi facile que le laisse suggérer le score.
Alors des mauvaises nouvelles pour Paris quand même, puisque Cavani est sorti sur blessure, il a été remplacé par Choupo-Moting, qui a marqué un doublé, notamment un joli but, le but de l'ouverture du score à la 50e est très joli, un dribble avec une petite roulette sur quatre défenseurs toulousains et une belle frappe, et également la sortie sur blessure d'Mbappé. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, Marco, du début de saison du PSG? Toi qui es supporter du PSG, t'es satisfait ou t'es encore mitigé? Non, moi je suis pas supporter du tout, je suis très objectif, hein, tu sais bien que je te connais. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Bah écoute, c'est un début de saison, enfin il faut pas non plus se laisser berner par ce type de succès parce que au parc, tu sais très bien que tu vas faire quasiment carton plein à chaque fois. C'est une équipe qui est pas du tout en place pour le moment, c'est-à-dire qu'en termes d'animation offensive, il y a des gros trous d'air. Derrière, tu sais pas trop, il y a pas non plus de certitude, sachant que c'est comment il s'appelle, c'est Diallo qui est sorti, remplacé par Thiago Silva, je crois, à la 40e. Donc tu sens que ça tâtonne vachement. Donc voilà, ce début de saison, en fait, il est clairement plombé par le feuilleton Neymar. Je sais pas si tu voudras qu'on en parle. Moi personnellement, c'est un feuilleton. Je veux juste que ça se termine parce que ça fait 3-4 semaines, même plus que ça maintenant qu'on en parle tous les jours. La réalité, c'est que personne ne sait ce qui va se passer avec Neymar. Moi, je pense qu'il va finir par rester parce que pour moi, le Barça bluffe depuis le début. Et du coup, tant que ça va polluer les esprits. Voilà, les gars, ils seront pas totalement libérés. Et oui, bien sûr, les clubs comme le TEF, c'est des bonnes équipes, mais au parc, forcément, bon, bah, tu leur mets des branlées, c'est normal. Maintenant, ça faut pas trop surinterpréter ça. Parce que une fois de plus, voilà, t'as tellement de marge individuellement que c'est pas très révélateur. Je voudrais quand même signaler que Di Maria a raté un penalty et que en fait ce gars-là, tout le monde se branle parce que il fait des stats, mais faut pas oublier que c'est un mec qui devrait quand même vendre des flûtes de pan péruviennes à Orly au lieu d'être footballeur, parce que si tu regardes sa tête, il est pas du tout argentin, quoi. Jean-Michel, ton avis sur le PSG? Ben alors si on parle du match Toulouse, c'est quand même carrément il y a deux classes d'écart annoncées par beaucoup comme étant des prétendants à la descente. Qu'ils arrivent au parc avec l'intention de garer le bus devant la surface et puis à chaque fois c'est 4-0, l'année dernière c'était 6-2 et je pense que ce match-là met en lumière, c'est problématique pour Paris, c'est que là ils ont Cavani et Choupo-Moting, après ils ont Mbappé qui est blessé, donc là qui sait qui va rentrer, Neymar du mercato, donc c'est quand même toujours pas amélioré, c'est faible par rapport aux ambitions qu'ils peuvent avoir. Après voilà, sur ce début de championnat, voilà, ils ont déjà perdu, ils ont encore tout à montrer. Neymar pollue énormément, on voit que Tuchel il est presque là à la mi-temps, il y avait 0-0 sportivement, et puis c'est quand même pour l'instant ils ont encore rien prouvé. Ça reste à évaluer longtemps parce qu'il n'y a pas de cache pas le fait de Neymar qui est des joueurs importants. Alors là où je vous rejoins tous les deux, c'est qu'effectivement l'équipe de Toulouse de ce soir avait pas beaucoup d'ambition. Ils en ont pris 4, ils ont pu en prendre bien plus parce que René a été très bon. Il y a le penalty Di Maria raté, il y a aussi une transversale de Dagba en fin de match. Donc ne parlons pas de Toulouse, on en parlera dans une prochaine édition parce qu'effectivement il y a de quoi être inquiet. Et à part Gradel, et René sur ce match-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Paris, c'est quand même très étrange. Pareil, c'est une équipe qu'on adore détester, ou en tout cas qu'on aime bien, hein. Alors pour d'autres raisons que l'OM. Mais Cavani, il y a quand même un souci physique, parce que chaque saison, il nous fait le coup, d'accord. Là, on sait pas trop ce qu'il a, on sait pas trop combien de temps il va être indisponible. Mais bon, c'est pas le grand avant-centre dont Paris a besoin. Je suis désolé, hein. Je sais que beaucoup de supporters parisiens aiment beaucoup Cavani, mais Cavani se blesse régulièrement. Donc Marco, tu nous parlais du recentrage d'Mbappé à la pointe de l'attaque. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas cette saison. Et puis ensuite, alors Neymar, si vous voulez on en parlera à la fin de l'émission parce que il est pas là et donc il y a rien à dire sur lui. Mais c'est quand même assez pauvre, c'est quand même assez faible. La première mi-temps contre Toulouse, ça ronronnait. Franchement, c'était pire qu'Amiens-Nantes. Et pour Amiens-Nantes, je peux vous dire, c'était une sacrée purge, hein, Marco. Oui, bien sûr, je te rejoins totalement. Alors sur Cavani, beaucoup de supporters l'aiment énormément. Moi non. Je pense que ça vient du fait que le mec se bat comme un chien sur tous les ballons. Mais quand tu vois son déchet offensif, quand tu vois le fait que c'est quasiment impossible de combiner avec lui, en fait,
Oui, bien, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, mais ok, super. Et il a joué 1 million de matchs, donc forcément, il finit par mettre des buts dans une équipe qui a la possession et une très large possession contre 99% de ses adversaires et une tonne d'occasions vu le différentiel de niveau. Oui, le gars, il va planter des buts, mais dans le petit jeu, dans les combinaisons, tout ça, le gars, c'est très très difficile de jouer avec lui. Pour ce qui est de ses blessures. Effectivement, le mec se pète régulièrement et c'est des blessures musculaires. Alors c'est étonnant parce que Neymar, il en prend plein la gueule parce qu'il est souvent blessé, mais les blessures de Neymar, c'est des blessures articulaires. Et c'est dû, alors peut-être à des mauvaises postures ou à des positions un petit peu contre nature par rapport au taquet qu'il reçoit. Mais c'est très différent parce que Cavani, lui, les blessures musculaires récurrentes, il se les fait toutes seules. Et on dit souvent que les blessures musculaires, ça vient de l'hygiène de vie. Et alors, tu vois, on taille Neymar constamment sur son hygiène de vie, alors que lui, il se blesse jamais au niveau musculaire. Cavani, lui, c'est tout le temps musculaire, mais personne ne le taille sur son hygiène de vie. Donc, je pense qu'il y a un peu de poids, de mesure. C'est le chouchou du parc pour des raisons que je comprends pas vraiment. Et effectivement, le gars a 33 ans et il va vraiment falloir tourner la page Cavani parce que au plus haut niveau, en fait, ce mec-là, c'est pas possible, quoi. Il est très généreux, il est très sympa, il fait le repli défensif, mais tu constates quand même qu'une fois les huitièmes de C1 venus, le gars, il passe totalement à travers et c'est même pas de sa faute, quoi. Il a pas ce niveau-là, Cavani. On pourrait même aller plus loin et estimer que dans une équipe d'attaque placée comme le PSG, ce n'est pas le bon type d'attaquant. Cavani, typiquement, il est fait pour une équipe de transition. Il est fait pour une équipe comme l'Atlético Madrid. Typiquement, tu vois, Paris, c'est une équipe qui a le ballon, qui joue en placé. Et le gars, c'est un mec qui a besoin d'espace. Et donc, dans les petites combinaisons à 2 ou à 3 dans les petits espaces, ça fonctionne très mal, en tout cas de moins en moins. Et je pense que il va vraiment falloir envisager l'après Cavani. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte, quoi. Jean-Michel, t'es d'accord avec Marco sur Cavani, à savoir que c'est un attaquant, bon, alors, au-delà de son âge, hein, mais pour toi, il est sur le déclin et il faut que Paris plus qu'anticipé prépare dès maintenant sa succession. Je pense que oui, effectivement, la préparation de la succession de Cavani, elle aurait déjà dû être faite pour cette saison. De toute façon, là maintenant, ajouter à Cavani, Mbappé, voire peut-être Neymar, il viendra pas. Après, je trouve que le constat est quand même vraiment très dur sur Cavani. Des gars qui peuvent faire du petit jeu au PSG, il y en a. Où lui, il avait son rôle à part, effectivement, alors qu'il est peut-être pas complètement adapté à de faire en Ligue 1, mais pourtant il enquille. Après, en Ligue des Champions, c'est pas forcément les mêmes configurations avec contre les grosses équipes. Mais par contre, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que le PSG a pas vu déjà la saison dernière de Cavani. Avec le départ de Neymar, ils se sont pas dit qu'il fallait quand même essayer à minima de doubler un des postes. Là, ils ont rien fait et c'est incompréhensible parce que l'année dernière, ça leur a apporté fort préjudice, exactement les mêmes problématiques, voire plus graves. Parce qu'imaginons que Neymar parte, on sait pas. Après, là, c'est. On parlait de Dybala, hein. On en avait parlé de la semaine dernière. Donc Dybala, en cas de départ de Neymar, Paris lâche un chèque de 100 millions à la Juventus, qui d'ailleurs n'attend que ça. Tu confirmes, Marco ? Alors oui, il y a des contacts établis depuis pas mal de temps avec Dybala en cas de départ de Neymar Junior. Je pense pas que ce soit 100 millions. Je pense que c'est plutôt aux alentours de 60-70 et je pense qu'à ce tarif-là, c'est une affaire parce que il a juste fait une mauvaise saison l'an dernier, mais avec Cristiano dans les pattes, voilà, c'est un peu normal. Mais c'est quand même un mec qui a 25 ans, qui est très fort et qui n'a fait qu'une saison moyenne, sachant que toutes les saisons d'avant, le gars a vraiment plus que prouvé. Je pense que si c'est 60 ou 70, faut y aller tout de suite. Départ de Neymar ou non d'ailleurs. Je pense qu'il faut vraiment préparer. Alors là, tu prépares super bien l'après Cavani parce qu'en plus, celui il peut jouer à plusieurs postes. Et ça, c'est vraiment, ouais, c'est le gars typique, quoi, polyvalent, doué. Il va pas faire sa diva. Donc moi, je signe tous les jours pour un mec comme Dybala. Après, voilà, en termes de structure d'effectifs, je pense que ce qui a fait que le club s'est pas préparé à l'après Cavani précédemment, c'est qu'il fallait absolument verrouiller l'arrivée d'un milieu de terrain. Parce que ça faisait 18 mois que c'était un vrai problème, c'était le problème numéro 1 au niveau du recrutement. Donc ça, a priori, avec Gay, avec Herrera, ça a été réglé. Maintenant, on va voir pour la suite. Je voudrais juste ajouter un petit point par rapport à Tourelle. Je sais pas si vous avez vu, les gars. C'était en milieu de semaine. Il y a eu dans la presse, à la suite de la défaite à Rennes, j'ai lu que certains joueurs se plaignaient du manque de contenu tactique de ces séances d'entraînement. Et que c'était un peu redondant, qu'il était trop axé sur le physique et qu'il faisait pas assez de mise en place tactique, qu'il faisait pas assez de
de petits jeux, de combinaisons et de variations tactiques à l'entraînement. Et ça, je trouve ça très flippant parce que Tourelle, on nous l'a vendu comme le nouveau Guardiola. On nous l'a vendu comme un mec qui est capable de faire évoluer ses systèmes 5 fois dans un même match, que de mettre des joueurs, d'employer ces joueurs de façon un peu contre nature pour leur permettre justement de s'adapter à tous les systèmes et tous les adversaires. Et là, donc, j'apprends qu'en fait, le gars, il propose plus rien tactiquement à l'entraînement. Ça, pour moi, c'est vraiment assez flippant parce que tu te dis, le gars, si à chaque fois qu'on lui tend un micro, que le résultat ou que le contenu était pas bon, il te dit, bah ouais, c'est l'absence de Neymar, donc voilà. Et c'est toujours Neymar par-ci, Neymar par-là. Je veux bien, mais en fait, Neymar, c'est pas un projet tactique. On peut pas juste dire au mec, filez la balle à Neymar et puis on verra bien. Oui, le mec est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais je suis assez déçu d'apprendre que le gars propose plus rien aux entraînements en termes de variété tactique parce qu'il est quand même venu pour ça. Et déçu, mais pas surpris, parce que dans le contenu, tu remarques que c'est le nouveau Guardiola, mais on n'a jamais vu une équipe de Guardiola au PSG depuis que Tourelle est arrivé. Donc je suis un peu circonspect là-dessus. Je sais pas ce que. Ah, écoute, c'est une grosse info que tu nous lâches. Je t'avoue que je l'ai pas vu passer. J'ai pas vu passer cette info, mais effectivement, on a l'impression que l'année 2 de Turel, c'est pas qu'elle est compliquée, mais on va dire l'opération charme ne marche plus, quoi. C'est que depuis ce retour au parc contre Manchester et cette élimination surprise, en fait, on est en train de se rendre compte que effectivement, c'est un mec qui a su tisser un relationnel avec ses joueurs majeurs et gérer un vestiaire de stars 5 étoiles, c'est pas une mince affaire. Donc ça, ok, on peut le mettre à son crédit. Mais ensuite, je suis d'accord avec toi, tactiquement, on comprend pas trop. Il fait venir Diallo parce que c'était un de ses joueurs à Dortmund, mais franchement, enfin, je sais pas vous allez me dire, mais Diallo, il m'a pas impressionné. Bon, il se blesse là, le pauvre. Mais bon, j'ai pas trop compris pourquoi ils font venir Diallo. Cette succession de Cavani, là, on en parle, mais ça me fait penser à Thiago Motta. Thiago Motta, déjà, le jour où il arrive à Paris, on dit c'est un super milieu, mais il faut déjà préparer l'après Thiago Motta. Bon, 3 ans plus tard, on en est toujours au même poste. Et puis, je sais pas, enfin, Mbappé, c'est un joueur exceptionnel, mais c'est quoi ces consignes? Qu'est-ce qu'on lui donne comme consigne à Mbappé? Tu fais ce que tu veux sur le terrain, ou tu joues un peu plus sur l'aile, ou tu redescends, tu défends pas, tu viens dézonner dans l'axe? C'est assez illisible. On a l'impression il est bridé, Mbappé. On dirait il est frustré. Jean-Michel, ton avis sur ce que vient de dire Marco? Alors moi, mon avis, c'est que effectivement pour Tourelle, c'est quand même assez un début parce que déjà effectivement, il y a des informations sur les joueurs qui disent que l'ambiance en interne. Moi, de ce que je vois, je pense que lui, il est clairement saoulé par le feuilleton Neymar. Toi, tu dis il est complexe de gérer un vestiaire avec des grands joueurs et des grandes personnalités. Neymar, il veut partir. Dernière, voire même, je pense après le choc contre Manchester. Après, ça tout dépend pas de l'entraîneur évidemment, mais en tout cas, il a pas réussi à la retenir. La catastrophe de l'année dernière contre Manchester laisse des traces. Pour l'instant, le PSG, ils ont aussi quand même perdu. Ils sont pas ouverts pour Tourelle et là, sportivement, on n'est pas convaincu de travail. Après, Mbappé, lui, il veut jouer dans l'axe. Il y a Cavani déclin. Donc. Mais pour l'instant, c'est pas du tout convaincant. Et puis l'ambiance est pas. On parle de l'ambiance et on a beaucoup parlé de Neymar, donc je vous propose de terminer sur Neymar. Avant de parler donc effectivement du bluff de Barcelone et de la proposition du Real qui proposait donc, je vous rappelle, 100 millions d'euros plus Bale plus Keylor Navas. Et un troisième joueur, je crois. Non, c'est que ces deux-là. On va en parler juste après. Je voudrais juste parler de la com du PSG autour de Neymar. Moi, un truc qui m'a toujours impressionné au Real Madrid avec Cristiano, parce que, ok, c'est un super joueur Cristiano, mais je pense que si on devait donner un melon d'or à quelqu'un chaque année, je pense que Cristiano, depuis le début de sa carrière, il l'aurait sans peine. Et donc, un mec comme ça à gérer, franchement, c'est impossible. Et à chaque fois qu'il y avait une question sur Cristiano, que ce soit aux différents entraîneurs qui sont succédés, y compris Zidane à la fin, ses coéquipiers, tous les mecs, ils glissaient à chaque fois une phrase: Cristiano, c'est notre meilleur joueur, c'est le meilleur joueur du monde, c'est un plaisir, c'est un régal de jouer avec un mec comme ça. À chaque fois, c'était vraiment des éléments de langage. Ça revenait. Moi, avec Neymar, j'ai pas vu ça.
Alors oui, t'as Verratti qui dit oui, on est meilleur avec Ney. Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, tu veux faire rester Neymar, mais tu lui redis à quel point c'est l'étoile, la star du projet, et c'est la raison pour laquelle on l'a fait venir. Et le type, en fait, tu lui mets de la brosse à reluire, mais pour 15 ans, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Marco? Écoute, ce que tu dis est vrai, Christophe. Maintenant, il faut quand même un petit peu nuancer. C'est-à-dire que faut quand même savoir que pour faire venir un top 3 mondial dans un championnat comme la Ligue 1, il y a le fric, mais il n'y a pas que le fric. C'est-à-dire que oui, il faut lui filer un salaire de ministre, un salaire royal même, mais il faut aussi lui donner les clés du camion. Le gars, il vient pas, si tu veux, il arrive pour s'émanciper de la tutelle de Lionel Messi, et il arrive pour être le cœur d'un nouveau projet. Donc, tu es obligé de lui filer les clés du camion. Tu peux pas ne pas lui dresser le tapis rouge et lui passer la brosse à reluire à la moindre occasion. Il faut le faire. Alors, c'est peut-être trop, bien sûr, et on peut estimer que le PSG était peut-être pas dimensionné pour accueillir un mec comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le championnat n'était pas dimensionné pour accueillir un mec comme ça. Donc t'es un peu piégé parce qu'on est dans une ère où, si tu veux, les plus grands joueurs, les plus grandes stars sont quasiment plus grandes que les plus grands clubs. Donc du coup, les plus grands clubs se les arrachent à coups de millions, mais aussi à coups de com et à coups de projets. Et alors oui, il n'y a pas eu, je te rejoins, il n'y a pas eu, à part Verratti, etc., et de vrais éléments de communication autour de Neymar comme il a pu y en avoir autour de Cristiano. Là, en revanche, là où je te rejoins pas, c'est que Cristiano, quand tu dis qu'il est ingérable parce qu'il a le melon d'or chaque année, oui, le mec il se kiffe et il monte ses abdos à la moindre occasion, mais le mec tu le trouveras jamais à pas d'heure en train de se biturer la gueule dans un bar à pute. Ça n'existe pas avec Cristiano. Cristiano, c'est le plus grand bosseur qu'il y a dans le foot depuis 15 ans. C'est un monstre de travail. Il fait des séances en plus chez lui. Il a une salle de sport. Il a un chef à domicile. Il a un coach pour l'entretien physique, pour tout ce que tu veux. Le gars est un monstre. Son physique, c'est une mécanique de précision. Donc, on pense qu'il est ingérable parce qu'il a le melon, mais en fait, c'est l'un des plus grands professionnels du foot depuis 15 ans. Aucun entraîneur ne s'en est plaint. Et donc oui, un mec comme ça, tu sais que tu peux lui filer les clés du camion parce que non seulement il va te faire gagner des matchs, mais en plus ce sera un professionnel irréprochable. Après, pour juste revenir une seconde sur ce que tu as dit sur l'offre du Real, c'était 100 millions plus Navas, plus Bale, plus Rames. C'était lui le troisième mec. Mais il faut savoir que d'après mes infos, y a jamais vraiment eu une telle offre émise de la part du Real Madrid, et que je pense que c'est Leonardo qui s'est arrangé pour faire fuiter de façon assez subtile qu'il y avait une offre pareille, et en s'assurant que ce serait pas démenti par le Real, histoire de peut-être forcer le Barça à se bouger le cul, j'en sais rien, mais concrètement cette offre a jamais été d'actualité. D'ailleurs, je m'interroge sur la pertinence parce que sur le papier, bien sûr, tu dis 100 millions plus Navas. Alors que Navas c'est parfait, il nous faut un gardien. En revanche, Bale et Rames en mode diva ingérable. Alors là, t'es servi. Hein. Là, les gars, je peux te dire, ils te retournent la maison, et en plus avec les salaires qu'ils ont, ils sont invendables derrière. Ils approchent la trentaine tous les deux. J'étais pas du tout pour moi dire oui à ce deal, mais de toute façon ça se fera pas. Mais donc en tout cas oui, Neymar en fait tu vas être obligé de composer avec lui là, tel que c'est parti, il va rester. Et ce sera un mariage de raison pour 1 an, et c'est aussi son intérêt d'être bon et de fermer sa gueule et de jouer. Et de toute façon avec Leonardo maintenant c'est fini les passes droits. Ça prendra un peu de temps au niveau de la transition, mais il va faire comprendre à tout le monde qu'il faut rentrer dans le rang, et qu'il faut commencer à faire le taf sur le terrain, parce que là il y a eu trop de laisser aller dernièrement, trop de caprices, on a trop passé l'éponge. Et désormais, même un mec comme Neymar est à même de comprendre, si tu veux, que lui, c'est bon, quoi. Il a 27 ans. S'il veut gagner un ballon d'or un jour, il faut qu'il se sorte les doigts, et ce sera pas autrement, quoi. Donc je pense qu'on va avoir un bon Neymar cette saison, si toutefois, évidemment, son physique tient, ce qu'il faut espérer. Jean-Mimi, sur Neymar, s'il reste à Paris, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il fasse une bonne saison? Faut lui faire de la calinothérapie, faut l'envelopper de bisous. C'est quoi la solution? Alors déjà, pour revenir à ce que tu as dit précédemment sur le fait de le câliner et tout ça, moi il me semble que la communication du PSG dès le début du mercato, c'était quand même plus ou moins d'essayer de lui montrer la porte quand même. Donc c'était certainement pas de le câliner. Après là, visiblement, moi depuis que je joue à sens sportif ou économique, en l'état, il est blessé, il est pas très particulièrement performant, surtout évidemment dans les gros matchs. Et puis après, avec tout ça sportif, sa valeur marchande, le PSG. Donc après, il y a un peu tout à reconstruire avec Neymar. On peut se dire que peut-être que le fait de ne pas avoir réussi à quitter le PSG lui aura mis du plomb dans la tête et bondir. Après, du côté du PSG, oui, effectivement, c'est quand même, ça reste un excellent joueur. Mais la vérité, ça sera sur le terrain, et c'est là où on l'attendra. Donc après, le système de jeu mis en place en l'état par Neymar,
L'année dernière, malheureusement, il a été blessé, donc on n'a pas forcément vu tout ce qu'il aurait pu faire sur le terrain. Bon, super, merci les gars. On a légèrement dépassé, donc il n'y aura pas de trophée merguez d'or et merguez cramé ce coup-ci. On fera ça la semaine prochaine. Juste quelques infos mercato pour faire écho à ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Donc on parlait de l'arrivée d'un défenseur à Monaco, enfin en tout cas du besoin d'un défenseur à Monaco. Est-ce que ce défenseur sauveur sera Guillermo Maripán, donc qui arrive d'Alaves et qui est défenseur international chilien, donc on verra bien. Il a 25 ans, il est réputé dur sur l'homme, donc on verra s'il va faire du bien à Monaco. Et puis on parlait de Saint-Étienne. Apparemment, Yohan Cabaye, donc il a 33 ans, va faire son retour en Ligue 1. À Saint-Étienne, il était parti s'enterrer aux Émirats Arabes Unis, et donc il va revenir retrouver son pote Debuchy, et puis grappiller du temps de jeu, même si je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je doute qu'il soit titulaire dans un premier temps. Merci à tous les deux pour le débrief Barbecue Ligue 1 de cette 3e journée. On vous rappelle le programme de cette semaine, donc mardi, il y aura des matchs de Ligue 1, tout comme mercredi, et donc on se retrouvera le week-end prochain pour débriefer la 4e journée et également les matchs de cette semaine. Marco et Jean-Michel, un dernier mot, Marco ? Ouais, un dernier tout petit point technique. Si vous avez suivi la retransmission de PSG Toulouse sur Canal, au cours du match, il y a eu 2 gros plans sur la meuf de Draxler. Elle est hyper bonne. Alors, je sais pas si c'est un travelot ou pas, mais franchement, même si c'est un travelot, il faut y aller, les mecs, hein, parce qu'elle est vraiment, vraiment super bonne. Donc, je sais pas s'il a une merguez dans le slip, mais je vous la conseille. Donc, voilà. Merci Marco. Jean-Michel, t'as un commentaire ? Bah alors sur la meuf de Draxler, j'ai pas vu les images, donc je sais pas. Faudra que j'en parle à ma femme. Et puis après juste un petit point sur le championnat d'Espagne, dire que encore une fois on a Benzema qui a encore marqué pour le Real. On trouvait saison après saison et match après match que il est incontournable. Aussi voir qu'avec la victoire du FC Barcelone ce soir, on a un doublé de Griezmann, c'est bien. Et le but du Betis a été inscrit par Fekir. Merci beaucoup à vous deux et on se retrouve la semaine prochaine pour Barbecue Ligue 1 sur Radio Merguez & Co. Merci de nous avoir écoutés. Ciao.